quel contexte tu es arrivé dans cette communauté et comment est-ce que tu as choisi les actrices et les acteurs de ton film? Bon, ce film, il vient, comme l'autre film que j'ai fait avant, ça vient d'un travail d'écriture à partir de la mémoire de comment j'ai grandi en Colombie. Et quand j'étais enfant, j'avais la famille dans le nord. Et c'est des communautés indigènes que je connais depuis que j'ai conscience de la vie. Alors, ça fait partie de ma mémoire. Et il y a la mine de charbon qui est liée à les grèves qui sont en train de passer aujourd'hui en Colombie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ça fait 6 jours déjà de grève en Colombie et c'est une des communautés qui sont rejetées ou qui sont dehors de tout le système qui protège l'État. Et il y a la mine de charbon, qui est la mine de charbon plus grande à ciel ouvert du monde. Et il a beaucoup d'argent et ces communautés, ils sont dans les conditions qui sont pas, il n'y a pas de dignité humaine dans la vie. Alors, à partir de là, de cette chose de souvenirs d'enfance, de cette nécessité de parler, de mettre la lumière dans cette communauté, on a commencé à écrire ce projet. On allait à faire des pré-productions et dans la pré-production, pour trouver l'endroit et aussi définir beaucoup plus de détails de l'histoire, on a commencé à chercher des défis. Le point de départ, c'était parler de l'émancipation des femmes dans la communauté et l'émancipation des territoires. Alors, on cherchait des adolescents pour faire ça. C'était les troisième filles qu'on a trouvées et on a senti tout de suite une forte personnalité, tu vois. C'était pas comme, on a envie de faire du cinéma ou des choses comme ça, c'était un peu plus. Il avait une fierté, il avait une chose pas au pied de moi, alors ça m'a plu beaucoup. On a retourné le lendemain, on a commencé à discuter et vite fait, on a compris que c'était les filles pour faire le projet. Et à partir de là, on part d'un projet d'écriture collective, on prend un peu les histoires personnelles des filles, qu'est-ce qu'ils pensent réellement de cette émancipation des femmes et des territoires de la mine, et on commence à réécrire avec ma sœur et les filles, et finalement on arrive à une histoire qui c'est aussi, ça continue à changer, à se développer différemment dans le processus de tournage et de montage. Ouais. Donc elles étaient très présentes déjà dans l'écriture Oui, oui, oui. du projet. Et puis, ce qui est intéressant, c'est le rôle de la grand-mère, parce qu'au fond, le père, on aurait tendance à penser que le père, disons, souhaiterait les garder, et puis que la grand-mère, pour cette émancipation, souhaiterait les encouragerait à partir. Et dans ton film, c'est le contraire. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer le rôle de la grand-mère et le rôle du père dans cette histoire? Il y a un paradoxe dans la communauté Wayuu, c'est que c'est une communauté matrilinéale, ce n'est pas matriarcal. Le matriarcat, tous les pouvoirs, les décisions sont à favor du matriarcat, c'est comme le patriarcat, tout c'est à favor du patriarcat. Et matrilinéaire, c'est que les femmes, ils ont un rôle très important dans la culture, mais pour passer les savoirs et les connaissances. Toute la culture et les savoirs, ils passent à travers les femmes. Mais toutes ces cultures qui se passent à travers des femmes, c'est déjà, il y a des incrustations de dogmes du patriarcat et du machisme. Ça se répète, ça se perpétue à travers de la parole des femmes. Et alors le père, c'est celui-là qui a pris plus conscience de la pollution qu'il y a dans les territoires, parce que c'est quelqu'un qui a travaillé dans la mine, on ne le voit pas dans le film, il est en train de mourir pour la pollution. Alors c'est lui qui prend un peu la distance et qui le dit à les filles, voilà, partez d'ici. Dans certains moments, on ne sait pas dans quel moment ça se passe réellement, mais dans un moment de la vie, il le dit à les filles, partez d'ici parce qu'il faut dénoncer plus que rester ici pour mourir. Alors il y a ce paradoxe, non, entre qui passe la culture, qu'est-ce qui se perpétue dans ce discours. Voilà. Ane hobi nyo ha hobi a te ha hobi ain ha ya tan ha hobi sien ha te ana ka kapite anas to te ta ka na vi ain ha ka Il y a une chose aussi qui passe dans la communauté, c'est que comme les femmes ils ont l'habitude de parler, les femmes ils ont beaucoup plus de personnalité et beaucoup direct, ils te regardent. Les hommes, ils sont forts seulement à l'intérieur de la famille, mais avec les gens de l'extérieur, ils sont très timides, ils ne te regardent pas dans les yeux, ils descendent le regard. Alors c'était très difficile de trouver un homme avec la personnalité qui tient la caméra et tout ça. Et le père qu'on a trouvé ailleurs, c'est un leader social qu'on a trouvé ailleurs.
La Guajira, c'est un canton, pour comprendre dans le langage suisse, c'est un canton dans le nord de la Colombie. Et dans ce canton, il y a des villes qui sont, on dit, plus occidentales. Et après, il y a des communautés, des resguardos indígenas. Et là, il y a plusieurs des panoramas des habitants dans cette région. Et les Wayuu, ils sont dispersés dans tout ce territoire qui c'est hyper loin. On peut prendre del point, on a tourné le film, al point, on allait à la plage pour tourner le plan de la plage. C'était 5 heures, 6 heures de route, une chose comme ça. Ils sont assez dispersés, ils sont aussi à Venezuela. Les Wayuu, ils sont partis en Colombie, ils sont partis à Venezuela parce que, bon, il existe avant qu'Europe arrive et que dit, voilà, ça c'est Colombie, ça c'est Venezuela. Alors, voilà. Comment est-ce que tu as réussi finalement à les convaincre de travailler avec toi? Plus que les convaincre, j'ai un ami qui habite justement dans une ville à côté qui s'appelle Fonseca, qui est une ville d'ouvrières, de gens qui travaillent dans la mine. Et lui, il a beaucoup de contacts, c'est quelqu'un qui écrit dans les journaux, qui est un anthropologue, mais qui est né là-bas et qui grandit là-bas, que son père est minier, et lui est totalement émancipé de tout ça. Et lui connaît beaucoup dans la communauté et c'est avec lui qu'on allait à marcher et il nous a présenté des gens. Parce que dans le début, j'étais seulement en train de marcher pour voir, je ne disais pas trop qu'on était en train de chercher pour un film. Dans le moment qu'on sentait un feeling ou quelque chose qui était nécessaire pour le film, là, on parlait. Mais d'abord, c'était seulement aller à se promener et c'est lui qui m'a présenté plusieurs des familles de la communauté. Et ça m'a donné la possibilité de rentrer. Après, voilà, il a tout un travail de discussion, de créer l'empathie, de créer des relations avec les filles pour qu'ils soient prêts à raconter ces histoires. Après, une fois qu'on est entré dans la communauté, il faut parler avec la famille des filles. Après, il faut parler avec le leader de la communauté. Et après, il faut aussi parler que je suis maintenant en contact avec les réseaux de communication parce qu'ils sont quand même plus organisés que des autres communautés indigènes en Colombie. Ils sont des réseaux de communication, ils contrôlent très bien qu'est-ce qu'on montre de vue à l'extérieur. Quelle a été leur réaction quand ils ont vu le résultat, je dirais, le film? Bon, j'ai présenté le film seulement qu'à les 4 personnages principaux, à la grand-mère, le père et les 2 filles. J'ai fait une projection et tout de suite que ça finit la projection, ils ont demandé mais on regarde encore une fois. Alors ils avaient envie de se revoir. Ouais, ils étaient très contents, très fiers. Bon, dans la première regard, je me souviens beaucoup que cette impression de jamais t'habituer à te voir dans l'image. Alors, ils discutaient, ils rigolaient, ils se faisaient des blagues en guayunais, que je ne comprends pas le guayunais, je comprends des mots, mais je ne comprends pas des discussions. Alors, ils se faisaient des blagues en guayunais, qui ça, et après, ils ont demandé la deuxième projection. Et j'ai un plan avec un des filles qui organise toute la communauté pour faire des projections dans différents, parce qu'il faut voyager et présenter pour un projecteur, un parleur, et faire un tour pour projeter le film à la communauté pour que c'est le plus important. C'est important pour eux. Il faut qu'ils soient représentés, il faut qu'on les voit dans le cinéma, il faut qu'on apporte cette idée de la otredad, parce que la Colombie, il faut bien savoir qu'il y a des communautés indigènes diverses, mais la Colombie, dans les villes, c'est plutôt dans cette idée de progrès comme Occident. Et, voilà, c'est totalement à part. Et les indigènes encore, ils sont vus comme quelque chose, l'autre, les rares, parce qu'ils ne sont pas représentés dans le cinéma, il n'y a pas beaucoup de lumière sur la communauté, parce que justement l'État il préfère que ça reste un peu dans l'obscur, parce que de ce territoire, il sort beaucoup d'argent. Je pense qu'on n'arrive pas à imaginer combien d'argent il y a autour de cette mine. La Colombie, c'est chaotique en général. Mais là, au nord, c'est encore plus chaotique. C'est la loi del macho, del plus fort, de l'armée, de la corruption, dans toutes ces régions, continue à s'expandir, à tuer des gens, à polluer la rivière. Et voilà, et je pense qu'il faut un peu regarder dans cette direction-là. Viviana. Kaskai reka pai. Anu ang karapa, uwi haman Viviana. Moi, je voulais demander pourquoi la grand-mère l'enferme au début. C'est quand les filles ils ont la menstruation, ils sont enfermées avant, c'est dépendant des années. Aujourd'hui, ça peut être des mois, ça dépend de la famille.
comme je vous dis, sont assez disperses dans la Guajira. Ça dépend de la famille, la région où ils sont plus attachés à la tradition ou pas. Et alors, ils sont enfermés pour les préparer, pour donner tous ces discours que la grand-mère est en train de dire. C'est, tu dois être une fille pour ça, tu dois faire ça, tu dois respecter ton mec, il peut avoir plusieurs femmes. Tu vois, c'est le moment où on l'enferme pour l'éduquer, pour être soumise à le mec. Et on l'apprend à tisser aussi. Les filles sont très, très fières et bien tissées, beaucoup de choses de la tradition, mais par contre, le point de s'enfermer et de préparer pour être vendu, c'est une dot, mais c'est presque vendre à une fille, ils ne sont pas d'accord. Et les deux filles, la plus grande, il est d'accord avec certaines choses, mais il n'a pas envie il a envie de décider avec qui il va se marier. Et l'autre fille, il a envie de partir et de ne pas respecter rien du tout. Alors on a respecté ça dans le film. Mais oui, c'est une tradition, il y a plusieurs raisons. On le fait pour qu'il ne prenne pas le soleil, pour que comme ça la pluie vient plus belle. Quand il sort pour faire la danse, cette danse qui c'est à la fin du rituel et de cet enfermement, c'est le moment pour connaître les possibles maris, voilà. Des prétendants. Ouais, des prétendants pour voir qui donne plus de vaches et des choses comme ça. Et puis, est-ce que d'avoir participé à ce film, ça a aidé ces femmes à s'émanciper justement de cette tradition? Les femmes, ils sont bien organisées. Il y a plusieurs qui sont dehors de ça et qui luttent pour sortir de ça. La mère des filles, ils ont déjà fait un pacte entre eux. Vous décidez avec qui vous voulez se marier. Oui, il y a des gens qui s'émancipent, mais il y a encore des gens qui sont enfermés. Il y a encore des femmes qui sont enfermées pour longtemps. Ça dépend à quel point les gens sont plus attachés à la tradition. La communauté Wayuu, c'est une des communautés qui a eu plus de transculturation. Ça veut dire, après de la colonisation, ils ont réellement pris des éléments des blancs, de différentes communautés, ils sont inclus, ils sont évolutionnés là, mais ils restent quand même à parler en Wayuunaiki, à transmettre tous les savoirs. La majorité des hommes dans la communauté aujourd'hui travaillent dans la mine. Ils sont condamnés à travailler dans la mine et les femmes, ils travaillent dans le tissage, ils vont dans les touristes, ils font des hamacs ou des mochilas et des choses comme ça, ils vont dans les touristes. Ils dépendent aujourd'hui des économies extérieures pour survivre. La dernière image, au fond, quand on voit ces deux filles sur ce cheval, est-ce que c'est une image d'espoir ou bien est-ce que quand le père leur dit vous allez partir, vous allez traverser des terres, puis après vous serez dans d'autres terres en sécurité, est-ce qu'elles sont vraiment en sécurité ou bien est-ce qu'on se dit qu'est-ce qui va leur arriver? C'est plutôt ça, c'est plutôt c'était noir, on ne sait pas c'est quoi le futur de ces filles, ils vont partir, on ne sait pas où, peut-être ils vont partir dans les villes de Colombie, peut-être ils vont partir dans les États-Unis ou Europe, on ne sait pas, ils partent de son territoire, ils sortent de là-bas et son futur c'est noir, on ne sait pas. Il y a une grande partie qui vont dans les villes, ils finissent pour être des femmes de ménage ou des choses comme ça, parce que comme ils sont de la communauté, ils sont plus avec la plus foncée, ils ont moins d'opportunités dans la Colombie occidentale, ils n'ont pas l'argent pour payer une université qui c'est hyper cher. Le système éducatif en Colombie c'est très similaire à celui des États-Unis, alors c'est méga cher et étudier. Alors, ouais, on ne sait pas comment ils vont se sortir. C'est plutôt cette angoisse de partir dans le noir, dans le vide, dans quelque chose qu'on ne peut pas désigner, qu'on ne peut pas voir. C'est intéressant parce qu'une des sœurs est décidée à partir, l'autre préfère rester, mais finalement, la cadette réussit à la convaincre de partir avec elle. J'ai la sensation que les petits sont plus courageux toujours, ils ont plus de force pour y aller. C'était la réalité, hein. C'était la réalité la plus grande. Il ne voulait pas être vendu et tout ça, mais il a envie de rester dans la communauté, il n'a pas envie de bouger parce que si tu habites ailleurs, c'est mal vu. Tu es quelqu'un qui a habité à l'extérieur et qui maintenant revient. C'est compliqué de sortir. Tu peux le faire. Il n'y en a pas qui vont t'attacher pour le faire. Ça dépend de la famille aussi, encore une fois, mais c'est compliqué, c'est assez, ça mérite une réflexion avant de partir. Et la petite, il m'a dit directement, oui, j'ai envie de partir. Une fois que j'ai fini l'école, j'ai envie d'y aller. Et voilà, je ne vais pas continuer, mais il adore tisser, tu vois, comme il tisse. Il a 15 ans et il tisse déjà des hamacs. Tu racontes une histoire relativement simple,
La dramaturgie est très complexe par contre, donc je voulais savoir plus d'un point de vue de choix esthétique. Je reconnais un style qui est celle de Cuento de Antonia, de ton précédent court-métrage. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vient spécifiquement de l'expérience que tu as fait là-bas, qui t'a fait prendre certaines décisions par rapport, par exemple, à la caméra, le son, ou dans l'écriture avec ta sœur, ou non, voilà. Ça n'arrête pas d'évoluer le film quand on écrit, quand on est en train de tourner, quand on est en train de monter. Ça change beaucoup dans ce schéma. Moi, j'essaie quand même à déconnecter, surtout maintenant que j'étais à l'école et que c'est des courts-métrages. J'essayais de chercher des choses qui soient plus personnelles et un peu émancipées de certaines structures déjà vues. Alors, j'essaie, je prends des risques. Et pour ce film, en Antonio, il y a aussi une écriture différente, il y a une façon de raconter les choses différente à celle-là. Et là, j'ai essayé de m'attacher aussi à la cosmologie Wayuu, un peu faire un travail et se questionner à quel point je peux me décoloniser de la structure narrative d'Aristote, que ça nous plaît à tous et qui nous donne des plaisirs à tous parce qu'on est habitué à ça. Comment on peut aussi sortir de ça? Et dans la cosmologie Wayuu, la réalité et les rêves ils sont dans le même niveau. Et alors, comment écrire ça? Et ça, c'est une chose qu'on a trouvée dans le montage, selon les choses qu'on avait, parce que aussi c'est compliqué, on n'est pas avec des comédiens professionnels, alors c'est tout le temps une chose qui mute, qui change, on s'adapte et on reprend selon les situations comme ils passent. J'ai fait un tournage de 15 jours, que c'est assez de temps, réellement, je n'ai pas de grosses productions, pas de grosses lumières, et comme c'est pas cher cette chose de la machine cinéma, alors je peux prendre beaucoup plus de temps pour le tournage. Et là, on continue à tisser, on laisse que les choses passent, que l'émotion vienne, que le plan, il s'habite tout seul et pas mettre la pression sur les filles et plutôt mettre la pression de nous, de comment on peut être un outil pour représenter avec la dignité, que c'était réellement une chose très importante pour moi, la dignité de cette communauté, que c'est un peu dehors de temps. Et à niveau d'image, c'était assez, on a pensé beaucoup dans la peinture, on a eu beaucoup de références de peinture, surtout pour l'image. Non, je voulais juste te demander pour le rôle de la mère. Il y a une chose, c'est qu'inconsciemment, aussi chez Antonia, on écrit avec ma soeur et l'image de la mère, il n'apparaît pas quand on écrit. Et ça sort comme ça. On est plutôt avec la grand-mère et l'image de mère, il n'est pas visible. Et l'image de père, c'est plutôt quelqu'un qui est cassé et qui aussi ça marche pas. Dans mon film précédent, c'est quelqu'un alcoolique. Dans celui-là, c'est quelqu'un en train de mourir. Mais on ne l'a pas fait en conscient, on écrit et ça sort comme ça et voilà.